Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je suis Sarah Creveillé et je reçois aujourd'hui Antoine Lenné. Bonjour Antoine. Salut Sarah. Merci d'être venu de Corse ce matin pour me rejoindre sous cette belle grisaille. Ah ouais, ça me fait bizarre, hein. Je pense que j'ai pas vécu ça, une météo comme ça depuis 4-5 mois, je pense. Ah oui, puis je vois que t'es comme ça. Alors là, j'ai froid. T'as du mal à t'y faire. Ouais, j'ai mal à y faire. Je vais un peu lire ta bio pour que les gens découvrent à qui ils ont affaire. Donc, tu as 33 ans. Tu mènes une vie tournée vers l'extérieur et la nature. Bon, en même temps, en Corse, vers Bastia, ça aide bien. Tu jongles entre 3 casquettes. Kiné, expert dans les pathologies de la course à pied, coach au sein de Coaching du coureur depuis 2022 et athlète de haut niveau en ultra-trail. Et Xelia t'accompagne cette année en te sponsorisant pour te permettre de réaliser tes rêves. Exactement, c'est ça. Et tu as très vite compris que pour suivre et comprendre un athlète, il fallait connaître le cheminement qui mène de la blessure à la performance. Et le fait de courir toi-même te permet évidemment de vivre ces problématiques rencontrées par tes athlètes et patients. Naturellement, après ton diplôme de kiné en 2016 et plusieurs années à exercer en libéral, tu as ressenti le besoin d'aller plus loin dans l'accompagnement des personnes grâce au coaching et à l'entreprise Affranchie, la coaching du coureur, plus souvent connue à travers sa filiale, la clinique du coureur. Exactement. Tu exerces en libéral ton métier de kiné et de façon entrepreneuriale le coaching. C'est ça. Tu es passionné, on l'aura compris, animé par l'envie de recréer du lien entre le sport, la santé et le monde professionnel. Grâce à Xelia, tu as pu découvrir l'impact positif de la vulgarisation des bienfaits du sport sur la santé physique et mentale au travail, à travers plusieurs conférences que tu as données chez nous. Tu es le père aussi de 2 filles, âgées de 2 ans et de 2 mois. Ah, maintenant 4. 4 Ah bah, le temps passe. Ce qui t'amène à te remettre sans cesse en question sur ta manière de gérer au mieux ta vie sportive, professionnelle et familiale. Exactement. Alors nous, comment on se connaît ? On se connaît parce que cette année, Xelia t'a sponsorisé et que tu as participé à plusieurs conférences. Et Marlène Garampon, qui est notre responsable RSE qui pilote ce projet, a dit « ce serait tellement intéressant d'entendre Antoine ». Et voilà, elle est exaucée. Merci Marlène pour la reco. On a un rituel dans Résonance. Je t'invite à piocher une question mystère et à me la tendre. Et je vais te poser la question. Hop. Merci. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 18 ans ? C'est marrant parce que je pense que j'en ai parlé hier avec ma femme. Je me dirais que continue comme ça. Et je pense vraiment qu'à 18 ans, j'avais cette idée en tête que la kiné, c'était un métier incroyable et que aider les gens, ça me passionnait. Et que j'avais envie de tourner dans le sport. Et donc, je pense vraiment de continuer à croire en moi et de suivre mon instinct parce que finalement, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, quand je me suis posé hier, par exemple, par rapport à ça, je me rends compte que je pense qu'à 18 ans, je voulais faire ce que je fais maintenant. Après, maintenant, me dire aujourd'hui, dans 10 ans, ça devient un peu plus flou parce que bon, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et je ne pensais pas devoir gérer autant de choses. Mais je pense que si je reviens à mes 18 ans, je serais vraiment fier de ce que j'ai accompli. Enfin, en tout cas, là, aujourd'hui, je suis fier. On est dans le podcast de l'expérience collaborateur. Alors, ta définition à toi ? Ma définition, donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment tout nouveau. En plus, je viens juste de mettre les pieds sur une toute petite entreprise avec le coaching du coureur. Mais tout de suite, ce que ça me fait penser, c'est vraiment ce sentiment de liberté. Enfin, c'est quelque chose qui m'anime de pouvoir avoir le droit de faire d'amener ses objectifs, ses envies, d'avoir le droit à l'échec. C'est vraiment ça qui m'anime au quotidien et ce que je ressens en tout cas au coaching du coureur, c'est d'avoir une pleine liberté. J'ai envie d'aller, j'ai envie de mener ce projet. Bon, j'y vais, ça marche pas, j'en reviens, je vais sur autre chose. Donc, je pense vraiment que c'est la liberté qui me guide et qui répond au mieux à la définition. Donc, tu n'es pas salarié, hein, c'est ce qu'on a compris, puisque tu travailles mais tu travailles quand même au sein de cette entreprise canadienne, entreprise Affranchie, qui porte notamment la célèbre clinique du coureur et la structure coaching du coureur, dont tu fais partie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce collectif, plutôt que d'exercer uniquement dans ton cabinet avec tes autres collègues kinés ? Moi, la clinique du coureur, donc c'est la clinique du coureur au départ, je les ai connus en 2018, je crois. Je me posais déjà beaucoup de questions sur la course à pied, sur comment soigner un patient, en tout cas remettre le patient à la course à pied. Et j'avais fait déjà des tests sur moi, parce que quand j'étais étudiant, je m'étais remis à courir parce que j'avais pris du poids comme beaucoup d'étudiants
quand ils font un peu à manger la trop de pâtes. Voilà, ah non, toi, t'as dit la fête. La fête. Et je m'étais posé plein de questions parce que j'avais plein de douleurs. J'étais capable d'à peine courir 1 à 2 minutes sans douleur. Et donc, j'avais mis des choses en place que je trouvais ça intelligent pour moi parce que ça avait marché. Et j'ai fait cette formation. C'était, je pense, ma première formation. Et en fait, ça a validé tout ce que j'avais l'impression, en tout cas, que mon expérience personnelle avait amené. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et puis, c'était Blaise Dubois, donc, le créateur, qui avait fait cette formation. Et j'ai tout de suite partie prenante dedans. J'ai commencé à faire toutes les formations de la clinique du coureur. Je me suis très vite orienté en tant que kiné vers la prise en charge spécifique du coureur et de la coureuse. Ensuite, en parallèle, mon niveau en course à pied a augmenté en trail, donc j'ai continué dans ce sens-là. J'ai commencé à coacher des athlètes un peu comme ça, parce que je les rééduquais, puis qu'ils me demandaient si je voulais les suivre. Et puis finalement, Blaise et puis Nicolas Bourron, qui est le patron du coaching du coureur France, m'ont appelé et m'ont demandé si je voulais rejoindre l'aventure avec eux, que c'était une entreprise qui venait de se créer, le coaching du coureur. Moi, j'ai dit 3 fois non, puis 3 fois ils sont revenus. Puis je me suis dit, bon, allez, je vais y aller. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à vivre ce que je vis aujourd'hui. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une sorte de petite famille de coachs où vraiment on échange ensemble, on évolue ensemble. Et puis, cette idée d'amener une petite entreprise et essayer de la faire grandir, parce que moi, j'étais juste me dire, je viens avec mes athlètes, je fais mon coaching, je vais apprendre un peu des coachs. Mais en fait, il y avait vraiment ce côté de faire grandir l'entreprise. Et ça, j'ai trouvé ça très vite, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant et une expérience folle parce que moi, j'y connaissais rien. Et j'apprends énormément là-dessus. Et donc voilà, c'est pour ça que je les ai rejoints. Et c'est pour ça que je suis vraiment épanoui dans ce travail à ce jour. Cette structure, elle est canadienne, donc elle fonctionne en distanciel, sans hiérarchie, c'est ce que j'ai cru comprendre, avec beaucoup de transparence. Tu es à la fois bénévole et bénéficiaire. Tu peux nous expliquer un peu ce fonctionnement? Parce que tu m'as parlé de prise de décision, de comment ça fonctionne, les rencontres, les interactions, les valeurs qui vous portent. C'est assez marrant parce que quand moi on m'a parlé de Xelia, ça m'a tout de suite fait sens parce que ce que Blaise a monté avec l'entreprise affranchie. Donc l'entreprise affranchie, ça regroupe plusieurs autres entreprises qui ont le même système de valeurs en tout cas. Et Xelia avait construit en tout cas le même fonctionnement à la française, alors que Blaise c'est plutôt donc c'est québécois, donc plutôt anglo-saxon. Et donc on partage les décisions, il y a personne qui se met au-dessus des autres, on est tous égaux, alors on n'est pas beaucoup, hein, à ce jour on doit être 12 ou 13 des coachs, tous qui viennent avec leur bagage, en tant que nous on a une rétrocession liée à nos coachings, mais on n'est pas salarié par la boîte, etc. On est juste payé à l'heure par rapport au travail qu'on apporte à la boîte. Et chacun prend les objectifs qui lui semblent bons, on ne met aucune pression, mais si quelqu'un se sent légitime et a envie de porter un projet, il le fait, il s'entoure des gens qu'il a envie, ou alors pas forcément, il peut y aller tout seul, mais il peut demander, moi j'ai besoin d'aide, on vient l'aider, ceux qui se sentent de l'aider, qui ont le temps à ce moment-là de l'aider, ils vont, et donc moi j'ai été très partie preneur au début, j'avais plein d'idées, etc., et je me suis lancé dans plein de projets et on m'a beaucoup soutenu, on a beaucoup aidé là-dessus. C'était super intéressant parce que il n'y avait pas trop de perso dans ce collectif. Le but, c'était vraiment de se dire, est-ce que l'idée est bonne pour l'entreprise ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Il y en a qui n'étaient pas forcément d'accord, mais si à la fin on voyait que c'était quand même bon pour l'entreprise, on y allait et puis on voyait ce que ça donnait. On a eu des échecs et puis finalement on revenait, on se posait les questions, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce qu'on change de notre fusil d'épaule ? Et je trouvais que tout ce débat avec beaucoup de bienveillance et sans blâmer l'échec. Moi j'ai trouvé ça très rassurant parce que au quotidien, en étant athlète de haut niveau, etc., l'échec c'est quand même quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal à jouer, à retravailler, etc. Et là, en fait j'ai compris que l'échec faisait partie du processus et pour ça a été c'est vraiment cool de vivre ça au quotidien et de se sentir entouré et puis qu'on ait tous envie de grandir ensemble, quoi.
Tu parles de Xelia, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est vrai que nous, on est une entreprise avec beaucoup de management, mais plus de managers ni de directeurs. Donc effectivement, on a ce modèle aussi de référent et on prend des décisions collégiales et en consentement. Donc je pense que c'est ça aussi que tu évoques. Et j'entends dans ce que tu partages beaucoup d'intelligence collective mis au service de tous, finalement. Exactement, c'est ça. C'est vraiment, je trouve que dans la prise de décision, est-ce qu'on peut s'accommoder de la proposition? Si oui, on y va. Et je trouve que ça enlève vraiment ce côté perso. Alors après, ça fait 2 ans que j'y suis. J'ai encore cet œil très juvénile, je pense, dans tout ça. Mais moi, ça me drive. Et finalement, je fais beaucoup d'heures bénévoles. Mais vu que ça me passionne et que cette envie de voir grandir cette entreprise qui au final fait vraiment du bien aux gens, je trouve, en tout cas c'est ce qu'on essaye d'amener, ça nourrit quelque chose de sain intérieurement. Donc voilà, moi je me sens vraiment bien et on est parti de vraiment pas grand chose. L'entreprise grandit en tout cas parce que là on vient de recruter des nouveaux coachs, etc. Et on essaye vraiment d'amener cette vision aux autres. Et je trouve que les gens, finalement, se disent « Ah ouais, c'est cool de voir l'entreprise comme ça, quoi. » Je pense que moi, j'avais pas du tout cette idée-là de l'entreprise de base. Et quand on m'a dit « Xelia voudrait t'accompagner » et tout ça, et qu'on m'a parlé du fonctionnement Xelia, en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi ce fonctionnement-là. Donc, en fait, c'est bien plus présent que ce que je pensais. Et je trouve que c'est top, quoi. Tout à l'heure, tu as dit est-ce qu'on peut s'en accommoder quand on doit prendre une décision? Exactement, c'est ça. Et chez Xelia, on a cette phrase, on dit est-ce que quelqu'un ne pourrait pas vivre avec? Oui. Et c'est exactement ça. C'est pas est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord. C'est juste, oui, on ferait peut-être différemment, mais est-ce qu'on peut effectivement s'accorder sur le fait qu'on peut essayer ça et si c'est au service de tout le monde. Donc, c'est effectivement très proche. Tu as aussi un rôle de recruteur dans cette structure. Comment tu fais pour détecter si une personne qui postule est un bon candidat pour rejoindre votre collectif? Pour toi, qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce qui fait la différence chez un candidat? Alors déjà, pour le recrutement, ça c'est joué aussi pareil. C'est qui se sentait capable de faire le recrutement. Donc on s'est mis à 2 avec le patron, celui qui gère le coaching France, et on a travaillé tous les 2, et ensuite on s'est quand même regroupé à 6 ou 7 avec les Québécois aussi, parce que c'est quand même 2 entre la manière française et la manière anglo-saxonne. À chaque fois il y a un jeu quand même à avoir, parce que c'est pas quand même la même façon de s'exprimer, la même façon de voir les choses. Donc on s'est vu en réunion et puis on s'est donné des critères qui semblaient intéressants pour tout le monde et pour l'entreprise. Moi, j'étais vraiment porté sur l'expertise du coach que j'allais recruter, les compétences. Et par débat tous ensemble, on a vraiment fait ressortir plutôt tout ce qui est soft skills, donc le savoir-être, qui nous semblait finalement beaucoup plus important d'avoir quelqu'un qui était en accord avec les valeurs de l'entreprise, mais aussi qui avait envie de participer avec un groupe, de communiquer avec les coachs, de grandir, etc. Aussi de savoir parler aux athlètes, parce que finalement, le coaching, c'est surtout de la psychothérapie, donc c'est comment interagir, donner énormément de son temps, qui est finalement pas palpable, parce que c'est des heures le dimanche, le soir, on répond par des messages, etc. Donc c'est être capable d'être très présent pour les athlètes, et ça... pour nous, ça, c'était essentiel parce que c'est plus difficile à travailler, alors que finalement, l'expertise, nous, on va l'offrir. On va amener des formations. On a un système de parrainage. Donc, moi, je parraine les nouveaux coachs. Je les aide s'ils ont des questions. Je vais essayer de leur partager ce que j'ai pu apprendre sur le terrain et dans les études. Et puis, pareil, on a une cellule scientifique qui nous ramène les études. Donc, en fait, on s'était dit que l'expertise, nous, on va la donner, mais que le savoir-être, c'était primordial. Donc, finalement, on a fait un parcours de recrutement assez rigoureux, je trouve, mais c'était vraiment sur les visios qu'on avait avec les coachs que ça s'est joué, parce que on a eu quand même des coachs qui étaient très bons d'un point de vue expertise, mais on sentait que le feeling passait pas, il y avait quelque chose. C'est des gens qu'on a moins pris, alors que des gens avec une expertise moins haute, mais un vrai feeling dès le début sur la conversation, eux, on les a pris. Et après, on les a un peu plus encadrés derrière pour les amener. On leur laisse le temps qu'il faut pour gagner cette expertise derrière, mais on sait déjà que nous, on a envie de travailler avec eux.
Ça, je trouve que c'est important, d'avoir envie de travailler avec les gens. Ouais, ça me fait penser à Martin Sauer qui est venu dans le podcast et qui disait lui aussi, il essaie de faire un recrutement assez collégial. Et la question qui se pose une fois que les compétences, quand même la base des compétences est là, c'est est-ce qu'on aura envie d'aller boire une bière avec eux, ou boire un café avec eux. Et si on se dit, non, pas vraiment en fait, il nous a dit à chaque fois que quelqu'un a dit moi non, j'irai pas, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant c'est un peu aussi la règle et ça me fait vraiment penser à ce que je trouve que c'est exactement ça, parce que nous on se retrouve une fois par an sur une semaine où on fait on essaie de faire du sport, mais aussi des réunions pour remettre tout à plat. Déjà juste se dire est-ce que pendant une semaine on a envie d'être avec eux, parce que nous c'est une semaine où on vient, on le fait bénévolement, on n'est pas avec la famille, donc les gens qu'on a envie de voir, on a envie que ça soit pas forcément même quasiment des amis, quoi. Donc ouais, je pense que c'est important. Les valeurs, tu as parlé de valeurs. Il y a deux choses qui m'ont intriguée. C'est les valeurs, parce que tu dis, est-ce que ces personnes, ces candidats ont les valeurs? Donc, quelles sont les valeurs que vous prônez? Les valeurs, c'est d'être à l'écoute déjà alors, je vais utiliser le mot patient, athlète, c'est d'être vraiment à l'écoute des gens, de prendre la personne en tant que telle et pas de faire une industrie du coaching, en tout cas, et de toujours mettre la personne au centre du projet. Nous aussi, c'est que le coach, il se sente bien. Donc, à chaque fois, c'est dans le recrutement, la question qu'on posait, c'était « Ok, mais qu'est-ce que tu attends ?» Parce que nous, on attend des choses de toi, mais toi, qu'est-ce que tu attends? Parce que si tu attends des choses qu'on ne pourra pas t'offrir, tu ne seras pas content, tu vas partir. Et nous, quelqu'un qui part, ce n'est pas bon pour nous, parce que nous, on a mis du temps. Si on l'a prise, c'est qu'on avait envie de travailler avec elle. Donc, c'est pareil, il faut qu'elle soit heureuse et qu'elle ait envie de travailler avec nous et qu'elle reste dans le temps avec nous. Et ça, c'est quelque chose de gagné. Donc, pour nous, qu'elle soit bien. Et puis ensuite, les valeurs, c'est qu'on tire tous dans le même sens, qu'on ait une vision en tout cas commune de l'entreprise et une vision, comme je disais, des cellules, de comment on s'organise, etc. et qu'on soit tous en accord avec ça. Forcément, c'est un schéma que les gens connaissent peu et que des fois, il y a des choses bien et des choses moins bien, mais au moins, on est tous en accord avec ça et que la décision se prend tous ensemble et qu'on écoute tout le monde. Et que c'est l'entreprise qui passe avant ses propres aspirations, en espérant que ces aspirations soient alignées avec l'entreprise finalement. Donc voilà, c'était ça à peu près les valeurs. Ouais. Et je ressens moi. Après, je pense que le Blaise qui a créé pourrait débattre encore plus longtemps de ça. Ouais. Et j'étais intriguée parce que tu me dis souvent, il y a l'équipe québécoise et l'équipe française et il y a deux manières d'appréhender les sujets. C'est quoi les grandes différences que tu vois? Moi, je trouve que nous, en tout cas, sur notre façon de faire en France, on est beaucoup déstructuré. Ça part un peu dans tous les sens. On a plus de mal à se retrouver. Et, tu veux dire tout le monde donne un peu son avis, tout le monde met un peu son grain de sel et finalement... Mais finalement, c'est de la passion. On sent que tout le monde est passionné. Ça avance très vite, mais ça part dans tous les sens. Et ça, c'est génial parce qu'il y a plein d'idées, tout le monde prend les choses. Et quand on parle avec Québec, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus plat. Alors, ce qui fait que c'est deux manières de faire. Nous, on est à fond. Puis souvent, eux, ils nous ralentissent un peu parce qu'on part aussi un peu dans tous les sens. Donc, ils nous équilibrent en ce sens. Et puis, déjà, c'est pas les mêmes créneaux horaires pour faire des réunions tous ensemble, c'est vraiment galère. Mais après, quand on se retrouve, là, on s'est tous retrouvés à Chamonix pendant l'UTMB. Et c'est vraiment agréable de pouvoir échanger avec eux parce que, même sur un point de vue entraînement, c'est quand même, parce qu'au final, on débat de l'entreprise, mais finalement, on débat surtout de nos coachings et de la façon dont on perçoit l'entraînement. C'est deux manières de faire assez différentes. Nous, on est porté très sur le ludique, il faut que les choses changent, il faut qu'il y ait de la nouveauté, il faut que l'athlète se sente tout le temps mis pas dans l'échec, mais en tout cas dans l'estime de soi. Alors que moi, ce que je ressens sur Québec et la manière anglo-saxonne, c'est que là, on met un plan avec une progression très linéaire, c'est très redondant. La progression forcément y est parce que forcément l'athlète progresse parce que de toute façon on va step by step. Et ça, en France, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, très vite, l'athlète dit « Ouais, c'est toujours la même chose, ça me saoule. » quoi. Et eux, ils disent « Mais c'est comme ça qu'on avance. »
Mais dans leur culture, ça fonctionne. Mais chez nous, ça ne fonctionnerait pas. C'est ça que tu dis. Je pense que fait comme ça ne marcherait pas. C'est à nuancer. Hein. Mais prendre leur cadre et y mettre un petit peu la touche, je pense que c'est super intéressant. C'est peut-être ça que vous avez adapté d'ailleurs. C'est comme ça que moi j'adapte mes plans. J'aime bien travailler avec ce qu'eux mettent en place. Et après, moi, je le refais à ma sauce parce que ça donne une vraie progression et ça met des touches de fun un peu partout, ce qui fait que l'athlète s'y ressent bien. Tu as parlé de l'UTMB, donc l'Ultra Trail Mont Blanc, tout le monde ne connaît pas. D'ailleurs, on dit que tu es un athlète. C'est quoi tes plus belles réussites, en tout cas celles que toi, dont tu es le plus fier? En tant qu'athlète? Ouais. Là, ce que je suis le plus fier en tant qu'athlète, c'est d'avoir pu courir à haut niveau depuis 2 ans avec 2 enfants, enfin un enfant en bas âge, puis la deuxième. Je pense que la dernière, c'était au 90 du Mont Blanc, donc c'était pareil à Chamonix. Ma deuxième fille avait 1 mois, c'était vraiment très difficile, j'avais peu d'entraînement et j'y suis allé avec une détente et une décontraction totale parce que j'y espère rien. Et au final, j'ai fait une course magnifique où je fais un top 20, ce qui était complètement improbable, parce que je crois que je pars 70e sur la ligne, parce qu'on a une cotation au départ. Et vraiment, j'ai vécu une course incroyable du début à la fin, où tout se passait bien, et je me suis senti vraiment à l'endroit où j'avais envie d'être à ce moment-là, et porté par la difficulté que ça a été depuis 1 mois, et puis la chance que ma femme m'offrait de pouvoir aller courir à ce moment-là. Moi, je gardais mon autre fille. Et ça, je pense que c'est vraiment une réussite d'avoir réussi à gérer ce côté athlète sans mettre à mal le côté famille et sans trop impacter le côté professionnel. Après, en athlète comme ça, je pense que mon dernier UTMB en 2024 était vraiment une très belle réussite personnelle parce que je suis allé au bout de moi-même et puis c'est quand même une course qu'il faut faire et ça m'amène énormément de fierté quand j'y pense. Ouais. Tu peux être fier de toi, je pense. C'est gentil. Je l'ai dit dans ta bio, Xelia est ton sponsor cette année. En quoi un sponsor, c'est important pour toi en tant qu'athlète? Et qu'est-ce que ça t'a apporté cette année, finalement, les différentes interactions que tu as eues avec les collaborateurs, que ce soit pendant des échanges à distance, mais tu nous as aussi accompagnés pendant notre séminaire à Chamonix, d'ailleurs, notre séminaire d'entreprise avec tous les collaborateurs, ou l'atelier que tu as co-animé avec moi, l'atelier corporel que tu as co-animé avec moi. Qu'est-ce que tu en as tiré de tout ça? Alors, pour répondre à la première partie, pourquoi c'est important le sponsoring? Moi, il faut se rendre compte que je m'entraîne entre 15 et 20 heures semaine et que de toute façon, si je veux tirer encore plus vers le haut niveau, il va falloir que ça va passer par mettre encore plus de temps dans l'entraînement, alors jusqu'à une certaine limite, mais c'est énormément chronophage. Moi, par exemple, je continue à jouer avec mes 3 métiers, le coaching, la kiné, athlète et père de donc même la 4e avec le père de famille. Donc c'est sûr que d'être accompagné, d'être aidé financièrement, ça permet de mieux préparer l'année, de pouvoir mettre des semaines où je peux ne pas travailler en kiné et moins en coaching. Tout ça amène énormément de sécurité et d'opportunités pour pouvoir vraiment s'entraîner parce que en fait moi j'ai aussi jamais de période de récupération. Moi une journée je finis de m'entraîner, après je vais bosser, après je rentre, je m'occupe de filles. Donc je suis obligé de jouer avec tout ça et c'est sûr que l'apport de Xelia là-dessus, ça a été une année où j'ai pu enfin construire quelque chose de sérieux, malgré le fait que j'avais ma deuxième qui allait naître dans l'année. Et finalement, l'année s'est quand même super bien passée. Donc ça, c'est vraiment une grande aide. Et ensuite, ce que j'ai trouvé super bien cette année, c'est que Xelia m'a pas du tout mis la pression sur mes résultats. Moi, je suis encore un jeune coureur qui essaye de percer de plus en plus en tant qu'athlète, mais sans perdre mes 2 autres passions. Et Xelia m'avait pas mis la pression. Ils avaient vraiment envie que je sois là en tant qu'athlète, certes, mais surtout qu'ils puissent utiliser mes casquettes de kiné et de coach qui me passionnent tout autant. Et je trouve qu'en ça me rend quand même moins égoïste mon projet, de pouvoir venir en entreprise, d'aider les gens, de vulgariser sur la santé. C'est ce qui s'est passé à Chamonix, c'est qu'en fait, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et au final, je sais pas, sur un week-end, j'ai dû faire 20 bilans de kiné. Les gens se posent plein de questions, les gens ont des douleurs, que ça soit au bureau, que ça soit en sport. Comment réorienter leur pratique sportive. Pourquoi faire du sport? Parce qu'au final, pour moi, c'est une question
banal, mais en fait, ça l'est pas pour tout le monde. Et je me suis rendu compte que dans des entreprises côté informatique, etc., moi, je vois beaucoup d'athlètes. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sédentarité, ce qu'on voit toujours, mais il y en a vraiment beaucoup. Et qu'en fait, les gens, c'est qu'ils comprennent mal le côté sportif, le côté santé, mais aussi le côté ludique du sport. Et je pense que ça, d'avoir un professionnel qui vient, ça peut aider à juste faire germer quelque chose. Et ensuite, et ça, je pense que c'est primordial dans un point de vue de santé publique, mais aussi de bien-être au travail, de productivité, tout ça. Donc je suis vraiment super content du travail qu'on a mis en place cette année, parce que moi, j'ai grandi et j'ai vraiment l'impression d'avoir aidé. Donc finalement, mon côté athlète passe un peu en arrière-plan, parce que je trouve que j'ai aidé, et ça c'est quand même une sensation super agréable d'aider les gens. Quand j'ai fait kiné, c'était ça de base. La santé mentale, c'est cette année une grande cause nationale, justement, avec sa journée mondiale le 10 octobre. Et tu en as un peu parlé, de santé mentale, santé physique, mais aussi santé mentale. Toi qui es à la fois justement kiné, coach, athlète, comment tu perçois cette montée des enjeux autour de la santé mentale, de l'équilibre vie pro, vie perso et du stress au travail ? Là, je vais sortir mon portable parce que je vais te donner un peu des chiffres. Parce que je ne les connais pas par cœur. Sur l'activité, juste l'activité physique, pas forcément de course à pied, parce que là, je prends sur les études en global. Je vais te trouver juste sur Alzheimer, ça diminue de 70% le facteur de risque d'avoir Alzheimer. Sur la santé mentale, sur les démences, c'est moins 30%. Sur la dépression, c'est moins 30%, juste de faire de l'activité physique de façon quotidienne. Les détresses psychologiques, moins 50%. Ensuite, on va aussi augmenter les qualités de sommeil. Donc, c'est quand même assez primordial. L'obésité est diminuée énormément. J'ai pas de chiffres, mais voilà. J'ai énormément. Les diabètes de type 2 de moins 60%, les fractures de la hanche liées à l'ostéoporose de moins 70%, les maladies cardiovasculaires de moins 35%. Bon, je ne vais pas tous les faire. Non. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique, c'est moins 60% de toute cause de mortalité. Donc à partir de là, forcément, c'est un enjeu primordial pour tout le monde, que ça soit dans le milieu professionnel, entrepreneurial, que juste pour chacun. En tant que citoyen. En tant que citoyen, il faut faire du sport. Après, il faut faire du sport. C'est un grand mot. Je pense que maintenant, on peut trouver vraiment une activité physique qui nous fait du bien, sans avoir cet esprit de compétition, sans se sentir nul. Je pense que c'est à nous, professionnels de santé et professionnels du sport, de montrer aux gens que... il n'y a pas de nul ou pas nul, en fait. C'est juste, tu le fais pour toi. Et c'est à nous de trouver le truc qui match chez la personne pour la mettre en mouvement. Donc en ça, je pense que tout le monde doit se poser la question, est-ce que je fais assez de sport ? Qu'est-ce qui va m'animer pour me mettre en mouvement, en sachant qu'au début, c'est dur. Les 4 premières semaines, c'est dur. Et ensuite, forcément, tous ceux qui l'ont fait et qui vont écouter ce podcast et qui se sont mis en mouvement et qui ont perduré, qui ont eu la rigueur de perdurer ces 4-5 premières semaines, et ensuite sont rentrés dans une régularité, parce que c'est quand même ça sert à rien d'augmenter, mais déjà juste d'être régulier, ont vu tout de suite des bénéfices énormes. Donc il faut tendre là-dessus, et que chacun, on s'appuie sur les professionnels de santé, coach comme moi, pour amener du sport dans l'entreprise, etc. Et puis après, en chacun de se dire qu'en fait, on se fait juste du bien. Quand tu as lu les chiffres, tu as quand même dit du sport quotidiennement. En fait, c'est les recommandations de l'OMS. Ouais. Je crois que c'est 30 minutes de sport par jour. D'accord. Donc, au minimum. Okay. Et dans sport, il y a quoi pour les gens qui feraient rien aujourd'hui ? Je pense que juste marcher de façon dynamique, ça marche. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Juste marche rapide. Ouais, même marche. En fait, tout ce qui nous sort de la position assise et de la position, en tout cas, d'aucun effort, est gagnant. Donc au début, c'est juste aller marcher 5 minutes dehors, ce qu'on ne fait pas, ça c'est gagné. Et ensuite, d'aller faire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, puis d'un coup, on marchait, puis on a envie d'aller à la salle faire un circuit training, ou le crossfit, ça marche très bien, c'est super ludique, ça crée une communauté. Parce que les gens, ce qu'ils recherchent aussi, c'est une communauté où ils se sentent bien et où ils ne se sentent pas jugés. Donc d'aller dans des endroits où il y a peu de jugement. Et là, dans le crossfit, par exemple, c'est quelque chose où on voit que les gens, de tous bords, ils viennent et ils se sentent bien, en bienveillance, et en plus, ils font partie
d'une communauté. Donc je pense que c'est ça à rechercher. Et ce que je dis, c'est tout est bon tant qu'on se met en mouvement. Quand on s'est parlé, tu me racontais aussi que ce qu'on vit aujourd'hui en tant que citoyen et collaborateur dans les entreprises, c'est aussi induit par le fait que depuis notre plus tendre enfance, le sport, c'est pas vraiment une discipline non plus. Le corps, c'est pas vraiment mis à l'honneur. Donc nous, on vit avec ça. L'éducation physique, je pense que c'était le cours qu'on pouvait rater, même que nos parents potentiellement nous autorisaient à rater, alors le cours de maths, c'était pas possible. Je pense que c'est ça que tu... c'est toujours facile de maintenant taper sur des gens, en tout cas de dire à des gens qui ont plus de 20 ans, là maintenant il faut se mettre au sport, mais la problématique réelle, ça va être d'aller jouer chez les enfants, de remettre la place du sport au centre de l'éducation, mais surtout de la santé. Donc de voir qu'au collège, la première chose qu'on fait sauter, c'est le sport. La place du prof de sport dans une assemblée de professeurs, c'est quand même... moi, j'ai le souvenir que c'était vraiment le prof où on ne lui donnait pas son avis et que de toute façon, le sport, on s'en foutait. Au moindre ordonnance du médecin, on pouvait faire sauter le sport. Je trouve qu'on oublie le corps, on oublie la santé dès le plus jeune âge. Et ce qui fait que derrière, forcément, vu qu'on nous met dans la tête que ce n'est pas important, quand on arrive à 30 ans, 40 ans, qu'on a pris du poids et qu'on commence à avoir des douleurs de partout, c'est pas vers ça qu'on va se tourner. On va se tourner vers trouver la solution miracle pour aller mieux, la personne qui va nous masser, la personne qui va nous mobiliser, ou l'opération, ou machin. Alors que déjà, juste se mettre en mouvement, c'est la base. Mais les gens ont perdu ça parce qu'on leur a pu inculquer ça. Et maintenant, à l'ère du numérique, c'est sûrement pire. Et moi, je me suis rendu compte, en venant à Xelia, c'est que je me suis rendu compte que les gens avaient une vision du sport qui était ultra négative. Moi, j'ai beaucoup entendu quand je parlais avec les Xélians, c'était moi, je fais pas de sport parce que moi, je suis pas compétiteur. Et que de toute façon, c'est que pour les gens qui sont forts. Et ça, en fait, moi, j'avais pas trop conscience de ça. Et donc, ça m'a ouvert là-dessus en me disant, OK, donc là, il y a un message qui est mal passé, mais dès le plus jeune âge, parce que finalement, au collège, le prof de sport, il voulait que des gens qui performent et lui mettait en valeur que les gens qui étaient forts. Enfin, moi, c'était comme ça. Donc, je généralise. Mais j'avais ce ressenti-là, et finalement, c'est ce qui ressort maintenant. Et on se dit, mais en fait, avant, la première chose qu'il faudrait faire avant de mettre des médicaments partout, faut se remettre au sport. Donc je pense qu'il y a un énorme travail de vulgarisation et donc de vulgarisation, d'explication, d'accompagnement au quotidien des gens pour qu'ils se sentent mieux. Et en plus, c'est fou, c'est que les résultats, ils sont énormes. Donc c'est un peu se mettre des œillères en se disant je veux pas le faire, mais alors qu'en fait, il y a quand même rien de plus simple. Et en plus, on a des résultats super vite. Tu prêches une convaincue parce que oui. je trouve que vraiment le corps, on est complètement déconnecté et voilà, on a juste notre cerveau qui se trimballe d'une salle Teams ou d'une salle de réunion à une autre. Et c'est pour ça que nous, on sensibilise les collaborateurs de Xelia, notamment avec ces ateliers corporels que j'anime depuis 3 ans, qui durent une demi-heure, où on fait justement des mouvements pour éviter, parce qu'on on est une boîte de tech quand même, donc on est beaucoup assis. Notamment, c'est un atelier qu'on a co-animé ensemble. Et pour moi, ça me paraît essentiel que les gens se reconnectent à leur corps et se rendent compte que c'est même leur principal outil de travail, j'ai envie de dire. Si on tire le trait, casse-toi le bras, tu vas voir comme la vie est quand même beaucoup plus compliquée. Quand tu as mal au dos, tu n'as pas envie d'aller travailler, d'être assis, donc de combattre le mal de dos. Et je vois ce qu'on a fait ensemble sur cet atelier. Finalement, il y avait, une 60aine de personnes et puis les retours, ils ont été extraordinaires. Enfin, c'était alors qu'on a fait quelque chose que moi je trouvais complètement basique, mais juste 30 minutes. Et on espère juste pas changer les gens, juste leur donner 2-3 conseils. Exactement. Ils prennent pas. Et au final, on les juge pas, on le fait avec bienveillance. Et finalement, les gens sont contents et ils repartent avec quelques billes qu'ils utiliseront ou pas. Puis à force de le faire, on va ancrer des comportements positifs et c'est que gagner pour eux. Tu dis que d'ailleurs le corps a ses propres compétences, qu'il est source d'adaptation, d'énergie, de régénération. Si on tire vraiment le trait, qu'est-ce que les entreprises gagneraient à donner une plus grande place au corps dans leur culture d'entreprise? Et puis peut-être quelques tips, comment elles peuvent s'y prendre concrètement? Parce qu'il y a des entreprises qui voudraient bien, mais qui disent...
je sais pas si je suis le mieux placé pour donner des conseils là-dessus, mais ma vision comme ça, c'est que qu'est-ce que l'entreprise gagnerait? C'est sûr que d'avoir des collaborateurs heureux et qui se sentent bien, ça peut être que positif. J'ai pas de stats et j'ai pas de connaissances sur la productivité au travail, etc. Mais moi, je vois bien que si quelqu'un est heureux, forcément, il va mieux, il a moins de douleurs, donc il est moins absent, moins de congés maladie. Et puis, quand tu es bien et que tu es heureux dans la vie au quotidien et que ton sport te fait du bien, t'aères, tu es content d'aller au boulot. Quand tu es au boulot, tu es pleinement dans ton travail. Tous ceux qui ont fait du sport se sont rendus compte. Tu fais du sport et après, pendant 1, 2, 3 heures, tu es quasiment en pleine conscience de l'activité que tu es en train de faire à ce moment-là parce que tu t'es libéré la tête de plein de choses et ça te fait du bien. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont faire du sport très tôt le matin pour ensuite aller travailler. Et finalement, quand ils sont au travail, ils sont au travail. Ou faire du sport le midi, après ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise sur l'après-midi. Je pense qu'on gagne à avoir des collaborateurs plus présents, plus dans le moment présent et plus dans leur travail à ce moment-là parce qu'ils ont pu se libérer sur un moment pour eux. Des fois, on oublie que les gens, il faut qu'ils aient des moments aussi pour eux que travailler pour les autres. Ils rentrent, ils ont la famille, etc. D'avoir un temps pour eux par jour, ça permet d'être beaucoup plus altruiste derrière et donc plus productif. Mais c'est pareil, j'ai pas de chiffres et tout ça, c'est vraiment une vision peut-être un peu de bisounours, mais c'est ce que nous, on voit au cabinet en tout cas. Toi-même, tu vis à 100 à l'heure, hein. Tu l'as dit, plus de 4 casquettes, mari, père de 2 enfants, athlète, coach, kiné. Comment tu fais toi pour conserver ton équilibre? L'équilibre, il est toujours remis en question. C'est un questionnement permanent. Ça veut dire que ça, je l'ai appris quand j'ai eu ma première fille, je l'ai réappris quand j'ai eu ma deuxième fille. Quand à chaque fois je rajoute du boulot, etc. C'est que en fait, l'équilibre que je trouve pendant un temps, il faut toujours le remettre en question pour essayer de retrouver quelque chose de stable. Comment je marche, c'est que j'essaye de savoir à chaque fois qu'est-ce qui m'anime, c'est toujours c'est quoi mon why, quoi. C'est de me dire, ok, là en ce moment, c'est vers quoi tu veux aller, et sur cette période, de pas trop me disperser en gardant le cap sur les 2 choses qui sont les plus importantes pour moi. Donc c'est toujours la famille. Donc à quel point je peux mettre d'autres activités sans être néfaste pour la famille, en tout cas en restant très présent. Et de là, j'ancre ce pilier-là en me disant, le reste, j'essaie de le mettre de côté. Ce qui est super dur, parce que moi, j'aime bien être performant sur tous les points de vue. J'aime bien me lancer plein de défis, etc. Donc, que ça soit professionnel, etc. Donc, c'est un travail que je fais au quotidien. C'est dur. Mais c'est super important parce que, moi qui fais des efforts très, très longs en montagne, quand j'arrive et que forcément ça va devenir dur, quand ça fait 15 heures ou 16 heures que tu cours et que t'as pas vu une fois le soleil et que t'as eu que la pluie, comme il y a eu à l'UTMB cette année, il y a un moment, il faut quand même que tu te poses la question et d'être sûr de pourquoi tu es là. Parce que si tu as des doutes, tu n'arriveras pas à continuer. Et puis tous les matins, d'aller se lever, d'aller s'entraîner 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, alors que tu n'as pas dormi la nuit parce que tes enfants t'ont réveillé, que tu dois aller t'entraîner sur le même sentier tous les jours, sur des entraînements qui sont durs, puis après tu rentres et tu dois aller bosser, il faut savoir pourquoi tu le fais. Donc moi je pense que c'est vraiment se poser la question et de ne pas avoir honte de se dire que là ça a changé, on change l'équilibre, de le remettre toujours en question, et d'être très ouvert à la communication. Nous, avec ma femme, on essaie de toujours communiquer là-dessus pour trouver qu'est-ce que j'ai besoin moi et qu'est-ce qu'elle a besoin elle, et de là on trouve un équilibre parce que je peux pas avancer sans elle, et donc faut bien que je sois en accord avec ce qu'elle a besoin, et puis c'est aussi ce que j'ai besoin, et de là on trouve des solutions. Donc c'est toujours pareil finalement, on en revient même sur l'entrepreneuriat, sur la collaboration, c'est d'être vraiment dans la communication et l'écoute de l'autre, donc c'est comme ça. Et je t'aurais peut-être mon équilibre du jour sera sûrement différent dans un an. Oui, c'est en perpétuelle évolution. Perpétuelle évolution. Il faut juste pas que je fasse l'autruche à me dire mais non, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Non, il n'y a pas réellement de recette. Il faut juste essayer de faire et d'être en accord avec moi-même, quoi. Le conseil que tu donnerais peut-être à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, mais qui entend tendance dit non, vraiment, il faut que je m'y mette.
le premier conseil, déjà, c'est de pas se blâmer et de pas être dur envers soi-même. Juste de se mettre en mouvement, c'est déjà très bien. De ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels de santé ou de coaching, enfin peu importe, sur ses débuts, en tout cas, pour ne pas brûler les étapes, parce que souvent on veut aller trop vite. On est très vite guidé par l'ego aussi, avec les applications comme Strava, les amis et tout ça. Vraiment de se dire que si tu te mets au sport, c'est pour toi, et c'est pour te faire du bien en priorité. Et ensuite, il y a 4 grands principes. Enfin, là, on va dire, surtout, on va utiliser 2 grands principes. Là, c'est vraiment la progressivité, donc de faire les choses comme tu as pu faire, toi, quand tu t'es mis à la course. Donc, nous, on a mis des protocoles en place avec la clinique du coureur. C'est 1 minute. Bon, chacun va trouver son protocole, mais d'être très progressif dans la mise en place de l'activité, parce que forcément, ton corps, il savait pas faire du sport avant. Tu vas lui amener un stress. Il faut qu'il réponde à ce stress. Donc, il faut lui laisser le temps de répondre à ce stress, et ainsi de suite. Et on augmente progressivement la charge, et ensuite quand on a trouvé la limite qui est pour nous acceptable par rapport à notre temps de famille, professionnel, etc., parce qu'on a tous un temps défini qui est différent de chacun. Donc, mais la journée fait 24 heures pour tout le monde. La journée fait 24 heures pour tout le monde, mais pas tout le monde peut allouer 3 heures de sport pendant sa journée. Donc trouver ce qui est acceptable, ce qui nous fatigue pas trop mais nous fait du bien, et de là, l'ancrer dans le temps. Parce que finalement, la réussite, c'est vraiment la régularité. Moi, je préfère toujours un athlète qui est capable de s'entraîner. Je vais vous donner les chiffres, mais j'entraîne beaucoup d'athlètes de haut niveau. Moi, je préfère un athlète qui s'entraîne 10 heures par semaine toute l'année, plutôt qu'un athlète qui me fait 25 heures, 3 heures, qui fait le yo-yo. Vraiment, le meilleur gain qu'on a, c'est d'être le plus régulier possible, chaque jour et sur des années. Et c'est ça qui fait qu'on va vieillir en bonne santé. La question rituelle, qui aimerais-tu entendre dans un prochain épisode, un futur épisode de Résonance ? Je l'ai cité plusieurs fois. Je pense que le créateur de l'entreprise Affranchi Blaise Dubois, ça serait, il pourrait amener vraiment beaucoup plus d'approfondissement sur mes propos. Donc, je pense qu'il matcherait très très bien dans ce podcast. Super. Merci Antoine. Merci Sarah. Pour ce moment. Avec grand plaisir. Je sais qu'on va continuer à passer un peu la journée ensemble, puis la soirée, donc on a tout un programme, on va se recroiser. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je recevais aujourd'hui Antoine Lenné et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Résonance. À bientôt.